Ethel Côté est une spécialiste de l'entraide. Que ce soit en Ontario français ou en Afrique, elle aide les gens à s'aider eux-mêmes. C'est une inconditionnelle de l'économie sociale et son expérience a commencé très tôt, lorsque la jeune femme s'est retrouvée à 20 ans avec 2 enfants et sans conjoint. Elle a participé à la création de coopératives de tout genre, dans le domaine de la petite enfance, de l'alimentation, de la mode et des travaux manuels. Au fil des 30 dernières années, elle a développé une telle expertise qu'elle se rend maintenant en Afrique, en Amérique du Sud et en Europe de l'Est pour partager son savoir. Mais le savoir ne va pas en sens unique. Selon Ethel, nous avons autant à apprendre des Africains et des Sud-Américains qu'eux ont à apprendre de nous. Aujourd'hui, Ethel Côté s'est embarquée dans un autre projet de taille. En tant que présidente du conseil d'administration de la Nouvelle Scène d'Ottawa, elle pilote le projet d'une nouvelle salle de spectacle pour les 4 troupes franco-ontariennes de la région. Un projet qui verra le jour à l'automne 2014. Ethel Côté, bonjour. Bonjour. Vous faites du développement d'entreprises sociales, vous prônez l'économie sociale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, au juste? Vous savez, il y a 3 formes d'économie. Il y a l'économie publique qui est connue, les gouvernements, les municipalités, tout ça. Il y a l'économie privée qui est très, très, très connue. Ce sont les petits commerces, les petites entreprises et tout ça. Mais toutes les personnes qui décident de s'associer ensemble pour partir en affaires ensemble, on appelle ça l'économie sociale. Toutes les organisations communautaires aussi qui offrent des services et des biens dans la communauté font partie de l'économie sociale. Donc, c'est une économie, on dit, à visage humain, portée par plusieurs, c'est entreprendre autrement, mais c'est de créer de la richesse collective. Donc, ça revient dans la communauté. Entreprendre autrement, qu'est-ce que ça veut dire? Entreprendre autrement, bien, ça veut dire, il faut avoir la fibre entrepreneuriale, il faut avoir le goût de passer à l'action. Ça veut dire aussi de partir en affaires. Ça veut dire aussi de le faire autrement. Donc, le mot « autrement » a tout son sens parce que, oui, on fera des études de faisabilité, des plans d'affaires, on doit avoir un marché, mais on doit aussi produire un service et un bien qui est en demande. Mais l'argent qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? On va la réinvestir dans la mission de notre organisation. On va se créer des meilleurs emplois. On va créer des services et des biens dans la communauté que souvent les autres entreprises ou les paliers de gouvernement ne vont pas faire, mais qui répondent à un besoin de la communauté. Exemple, en santé. Si jamais en santé, une communauté rurale, comme moi je vivais à Plantagenet, puis on n'a pas de service en santé, bien, tu peux attendre longtemps avant que ça arrive à ta porte, les services. Donc souvent, les communautés se mettent ensemble et créent une coopérative de santé. Et ça, c'est une entreprise d'économie sociale. Une entreprise parce que collectivement, les gens se mettent ensemble, confirment leur but commun, décident d'un plan de match pour le réaliser, puis le réalisent comme tel. Quelle est l'importance de cette économie sociale au sein de la francophonie ontarienne? Vous savez, on est en train de lever le voile. Il y a plus de 150 ans d'histoire d'économie sociale en Ontario français. C'est ça. Ça a commencé par les caisses populaires, les coopératives agricoles. Les producteurs se mettaient ensemble. Ensemble, il y avait un pouvoir d'achat qu'ils ne pouvaient pas individuellement avoir. La même chose pour les caisses populaires qu'on connaît. On se donnait une capacité d'épargner parce que sinon, on empruntait. Puis là, la personne qui nous avait prêté de l'argent nous demandait tellement d'intérêt que souvent, il venait saisir la maison. Donc, il a fallu s'organiser. Donc, 150 ans d'histoire par les coopératives. Mais si on regarde aussi dans les années 80, là, quand le gouvernement a un peu arrêté ou diminué le financement des organisations, puis il y a plein d'organisations qui font des bonnes choses, les gens se sont revirés de bord, puis ont dit, il y a peut-être des choses qu'on peut faire autrement. Et c'est là qu'ils ont vu qu'ils offraient déjà des produits et des services au marché. Exemple, la Nouvelle Scène vend des spectacles, vend des billets, crée des espaces où est-ce qu'on peut créer, produire et promouvoir notre art et notre culture et notre identité. Bien, tu es en affaires, tu vends des billets, tu crées un produit sur le marché. Et c'est comme ça que ça prend forme par des pratiques comme ça, là, de commerciales, mais l'argent est réinvesti dans les projets et dans la communauté. Une communauté qui vit des défis, là, puis qu'elle a cherché de tout bord, tout côté. Puis ça peut être un quartier à Ottawa, un quartier à Toronto, un quartier à Montréal. Ça peut être une communauté rurale. À un moment donné, tu fais le tour de ton jardin quand tu as un problème puis un défi. Puis tu te dis, bien, c'est peut-être pas mon député qui va venir régler. C'est peut-être pas les entreprises locales peuvent pas le faire tout seul, mais il y aurait quelque chose à investir. On a des idées. Bien, à un moment donné, le monde, ils disent,
On a réalisé notre centre communautaire, on a réalisé notre résidence pour les personnes âgées, on a réalisé notre garderie, on a réalisé... Puis ça, ce sont toutes des entreprises d'économie sociale. Puis quand on se rend compte de nos capacités entrepreneuriales, parce qu'on a réalisé nos rêves, bien souvent, là, les gens, quand il arrive un choc, comme exemple à Moonbeam, quand l'épicerie a fermé, bien, le monde a dit, il faut la créer, il faut la maintenir, il faut créer ces emplois-là, les maintenir et garder de la richesse dans notre communauté. Moi, je te dirais qu'en Ontario et au Canada, il n'y a pas un quartier, il n'y a pas une communauté qui n'a pas son entreprise d'économie sociale. Donnez-nous des exemples. Vous avez parlé de l'épicerie de la coopérative Moonbeam. d'épicerie à Moonbeam, mais il y en a d'autres exemples. Bon, on connaît les coopératives agricoles, les caisses populaires, mais d'autres exemples de ces coopératives. Un groupe de femmes immigrantes qui se sont associées. Ils arrivent au Canada. Le plus gros défi des immigrants, ils se disent on n'a pas d'expérience canadienne. Donc, il y a un groupe de personnes qui ont créé Éco-Équitable. Ils ont récupéré des tissus. Même ils récupèrent des bannières du CNA, de la CCN, la Commission de la capitale nationale. Et de ces tissus-là, ils produisent des produits. Donc, ils font des sacs, ils font même du linge pour les chiens, ils font toutes sortes de choses qui répondent aux besoins du marché et ils le vendent. Donc, ils font de la récupération, ils créent un espace de travail et ces femmes immigrantes-là ne font pas juste être utiles puis se sentir utiles à faire quelque chose. Elles apprennent la langue, elles apprennent la culture, elles apprennent le système canadien. Donc, dans le fond, ce sont aussi des entreprises d'économie sociale qui favorisent l'insertion en sol canadien. Est-ce que cette entreprise-là va rester? Est-ce qu'elle va grandir? Est-ce qu'elle va croître? Ou est-ce que c'est un point de départ et on passe à autre chose? Il y a des statistiques qui prouvent que les entreprises collectives, après 5 ans et 10 ans, un taux de succès de, comme après 5 ans, 65% des entreprises collectives restent ouvertes en action comparativement à l'entreprise privée. Puis ça demeure encore 35% comparativement à 20% pour l'entreprise privée après 10 ans. Donc oui, elles sont durables. Oui, elles sont viables. On ne crée pas un contexte pour avoir de meilleurs pauvres. On essaie de sortir les gens d'un système un peu précaire. Ils vivent peut-être, oui, de façon marginalisée, l'insertion sur le marché du travail, mais ça, c'est un certain type d'entreprise d'économie sociale. Quand on parle, l'exemple des arts, les artistes gagnent leur vie, diversifient leur production. Ça peut être dans les arts, ça peut être en informatique, ça peut être en santé, ça peut être en alimentation. Il y a des secteurs où est-ce qu'on peut vraiment avoir une job en économie sociale toute sa vie. Et moi, c'est mon cas. Je travaille dans une entreprise sociale depuis longtemps. J'ai eu une entreprise privée et avant, j'ai travaillé au Conseil de la coopération, à Coalition sur le logement. Toutes ces organisations-là, on avait développé une fibre entrepreneuriale. On vendait des services et des produits sur le marché. On ne vivait pas à 100% de nos demandes de subvention. Donc, on développait une certaine autonomie financière. Toutes les organisations communautaires qui vendent un service et un produit sur le marché, OK? Donc, qui ne sont pas 100% financées par l'État, par les paliers de gouvernement, ce sont des entreprises d'économie sociale. L'économie sociale au Québec, ça frôle le 13 ou 15% du PIB québécois. Et si prend canadien, avec les chiffres qu'Imagine Canada et d'autres sont en train de sortir, ils disent même que l'économie sociale rapporterait plus, jusqu'à maintenant, par rapport à l'économie pétrolière et même l'économie, toutes les voitures et tout ça, là, la conception des voitures au Canada. Donc, à quelque part, on est en train de se donner ces chiffres-là parce qu'on sait qu'il faut se les donner. Il faut donner les chiffres sur la création d'emplois, l'impact économique, l'impact... Nous, on peut sortir nos chiffres sur l'impact social. Comment il y a des communautés qui se revitalisent, qui vivent des grands changements, des communautés qui étaient sur le bord de mourir, bien, qui vivent un regain parce que la communauté la prend en main. Le gros bébé en gestation en ce moment, c'est la nouvelle scène, la nouvelle salle de spectacle. Bien, écoute, on est passé de 13 000 pieds carrés à un projet de 38 000 pieds carrés. Il y aura 2 studios pour des répétitions, même des prestations, de la production comme telle. Le grand studio, la grande salle de spectacle, les 4 compagnies fondatrices qui ont rêvé ce projet-là il y a 20 ans et qu'il y a 15 ans, on l'avait créé. Seulement 2 avaient pu habiter dans le lieu avant, dans le 13 000 pieds carrés. Là, les 4 vont cohabiter. Il y aura un espace de création, l'espace de rangement, un bistrot extraordinaire. Et de la façon que c'est fait, c'est que même les gens de la rue, que tu viennes voir ou pas un spectacle, ça va être très accueillant. Les gens pourront rentrer, prendre un verre, prendre un café, profiter du spectacle. Et de la rue, on aura un poumon finalement sur King Edward. On voit des arbres parce qu'il y aura une cour intérieure, mais il y aura enfin de l'espace, non pas seulement pour accueillir, mais pour créer, pour rêver. Vraiment, ça l'interpelle tout le monde, qu'on soit francophone, anglophone, confondu. C'est un lieu artistique, ça respire les arts, ça respire la culture, ça respire nous.
je vous ai toujours définie comme franco-ontarienne. Et je pense que vous vous définissez également comme franco-ontarienne aujourd'hui. Mais j'ai appris que vous avez grandi à Drummondville et puis que vous êtes arrivé dans la région d'Ottawa. Vous aviez déjà 16 ans. Est-ce que ça a été un choc pour vous d'arriver ici? Oui, ça a été l'enfer. L'enfer! Bien, parce que Drummondville, je suis née là. Mes parents, mon père était travailleur social, donc il a voyagé beaucoup. On a vécu plus dans la ville de Québec. Donc, partir de Québec puis arriver en Ontario, je venais dans une école, j'arrivais à Charlebois, une école francophone, qui très rapidement, il y a des gens qui voulaient la rendre bilingue ou même d'immersion. Donc, tu perds tes amis, tu arrives dans un milieu, la moitié de tes livres sont en anglais, même si je ne suis pas si vieille que ça, là. Physique, mathématiques, c'était tout en anglais. Je parlais anglais, mais pas assez. Là. Père impair, je ne savais pas ce que c'était. Donc, c'était un choc. Puis tout de suite, la première lutte, ça a été quand on a voulu nous enlever notre école francophone. Ça faisait juste quelques mois que j'étais ici. Je me suis vraiment raccrochée à ça. Et c'est là que je pense qu'on bâtit notre identité. C'est dès qu'on a une lutte dans notre communauté, c'est là que ça prend toute sa forme, tout son ancrage. Et oui, je m'identifie franco-ontarienne. Mes enfants sont franco-ontariens. J'ai vécu en milieu urbain, rural. J'ai navigué la province, même si c'est de la terre. On peut dire naviguer, fait des tournées et tout. Tous les coins de la province. C'est une super province. Et la communauté francophone, j'aurais tendance à dire qu'elle est résiliente, mais c'est tellement plus que ça. C'est une communauté qui a une énergie qu'on ne réussit pas à capter, ni par les caméras, ni par nos festivals, ni par nos événements. On a une flamme en dedans de nous qui nous aide à rebondir quand on vit des choses passionnantes, mais quand on vit aussi des défis. Parlez-nous de ce premier projet sur lequel vous avez travaillé. Il y en a eu plusieurs en même temps, mais il y a eu une garderie coopérative à Vanier, entre autres, au tout début. Ça n'existait pas à l'époque, des garderies coopératives? Ça n'existait pas, mais il y avait déjà des parents qui s'associaient pour créer des espaces de garde. On n'appelait peut-être pas toujours ça des coopératives, mais on créait ces espaces-là. Et encore là, tu te retrouves quelques personnes, puis tu dis, on a le même besoin. Toi, si tu payes tant, toi, tu payes tant, tu payes tant. Bien, ensemble, on peut se payer quelqu'un qui va avoir de l'allure. Puis ça a été un projet comme ça qui s'est réalisé rapidement. Après ça, ça a été en emploi. Il y avait le Collège Algonquin qui avait un département francophone et on les a approchés pour organiser un festival qui a été prédécesseur du festival franco-ontarien qu'on appelait la fête d'automne. Bien, on s'est créé notre emploi, puis un groupe de gens. Puis, tu sais, ça a été vraiment de s'associer, reconnaître un besoin, puis dire, on peut-tu faire quelque chose avec ça? Quand on a créé le Centre d'accès pour femmes, un groupe de femmes qui sortaient de ce forum-là. On l'a vraiment créé, ce forum-là, contre vent et marée. Ça a donné une pulsion à des femmes francophones de toutes les régions à dire, on a une voix, on a une place, on a une parole. On a créé le Centre d'accès pour femmes. Il n'y en avait pas, ça, en Ontario français. Pas gros non plus, je pense, même pas au Québec. On créait et on innovait ensemble. Donc, chaque projet est toujours parti d'une étincelle, soit qu'une personne l'avait ou un petit groupe de gens. On a confirmé un besoin commun. Puis là, au début, on n'a pas suivi des guides. Là. On l'a fait, on a eu bien des leçons apprises, à défaut de dire quelques portes fermées sur le front, des choses comme ça, mais des belles leçons apprises. Puis après ça, bien, on a découvert qu'il y avait des recettes à suivre puis que ça pouvait être un petit peu plus facile. Bien, justement, je vous entends parler et ça m'a l'air facile de faire ça. Ben, est-ce que ça l'est, vraiment? C'est facile quand le groupe est clair sur sa vision puis vers où il va. C'est facile aussi quand le besoin est réel. Où c'est difficile, c'est quand on perd cette vision-là. Quand on se donne un plan de match puis qu'on se dit on a des étapes pour la réaliser, cette entreprise collective-là, on va se trouver notre idée, on va faire notre étude de faisabilité pour voir si c'est faisable, on va investir plus de temps, on va faire un plan d'affaires pour se donner des vrais chiffres, puis définir plus notre projet, puis définir nos produits, nos prix. Bien, tout ça, là, c'est une démarche structurée. Si le groupe, là, il est plus ou moins, comme on dirait en bon latin, flaky, là, on perd de vue notre vision, c'était pas assez ancré dans un besoin, là, c'est difficile. Puis c'est pour ça que la force de la coopération, c'est quand même dans 101, 110 pays à travers le monde, ça existe partout, et ça part de nos petites communautés à aller même très grands. C'est quand c'est bien fait, quand les gens sont honnêtes et intègres dans leur démarche, collectivement, on veut réussir. Puis honnêtement, j'en ai pas vu de projets qui ont pas abouti. Quand c'est bien fait, puis quand le monde est bien, c'est serré. Quand on décide qu'on veut démarrer une entreprise sociale,
D'où vient l'argent? D'où vient le capital pour partir cette entreprise-là? Parce qu'en quelque part, c'est important, ça. Bien, beaucoup de monde me disent qu'une entreprise ne devrait pas avoir accès à des subventions, mais on le sait tous, les entreprises privées ont aussi accès à des subventions. Donc, il y a un montage financier qu'on doit faire. Et quand on fait notre plan d'affaires, on regarde toutes ces options-là. D'abord, il faut que les gens qui créent le projet investissent dans le projet, selon leurs capacités. Donc, ça peut être de petits montants, des moyens montants, ça peut être payé sur une plus longue période de temps, mais habituellement, entre 10 et 15, jusqu'à 20-25 de la valeur du projet, ça peut être l'investissement par les membres ou par les gens investis dans le projet. Après ça, tu as les différents paliers de gouvernement qui ont des programmes de financement, soit on appelle ça du seed money, donc de l'argent de démarrage pour t'aider à faire ton étude, ton plan d'affaires, et possiblement la première année d'opération. Ce qui nous manque en Ontario, puis qui existe ailleurs dans déjà 3 ou 4 provinces, c'est il y a différents accès à des capitaux. Donc, exemple, des capitaux patients. Vu que c'est des entreprises sociales, qu'en collectif, on fait des affaires et que ça peut prendre du temps avant qu'on ait tout le rouage pour que ça soit viable et rentable, bien, on te prête de l'argent, mais on va négocier, on va être patient. On va négocier avec toi les meilleures façons que tu puisses nous rembourser. Donc, on va attendre ta capacité quand tu vas avoir tes entrées d'argent pour nous payer. Donc, oui, subvention, oui, prêt. Il y a de plus en plus de fondations privées qui s'investissent là-dedans parce qu'ils... Puis même la Fondation Trillium, elle se rend compte, le 25 cents Camella, les gens le quintuplent parce qu'ils ont cette fibre entrepreneuriale-là de le diversifier. Donc, on a toutes les autres sources, mais il faut aussi qu'il y ait un investissement. Puis pas juste en temps et en énergie. Ça va être déjà beaucoup des personnes impliquées dans le projet, mais aussi un peu de leur économie et de leur épargne. Dans les 30 ans d'expérience que vous avez, est-ce qu'il y a une entreprise ou 2 entreprises dont vous êtes le plus fier? Bien, je dois vous avouer, on se retrouve dans un drôle de lieu, là. C'est un lieu temporaire, mais il y a 20 ans, les compagnies artistiques franco-ontariennes, parce que j'avais une feuille de route, là, j'avais travaillé à Théâtre Action, un peu partout, puis j'avais fait beaucoup d'événements spéciaux pour la Commission de la capitale nationale, m'avaient approché, puis d'autres bénévoles pour dire on a un projet. Les 4 compagnies professionnelles qui avaient des 10, 15, 20 ans d'existence étaient itinérantes, n'avaient pas de lieu. Donc, quand tu fais pas ton show 2 fois à la même place, tu te bâtis pas un marché. Tu te donnes pas la chance de continuer de vivre de ton art. Et ces 4 compagnies-là, à l'époque, se sont associées et on a eu un rêve collectif qui est de créer la nouvelle scène. Puis, je peux te dire, tout l'establishment franco-ontarien trouvait qu'on était fou de croire que les artistes pouvaient appartenir à un lieu carrément sur le marché. Et je t'avoue que ça, c'est un des beaux projets parce que ça a été 5 ans de travail, de démarchage, des dizaines et des dizaines de personnes. On a toujours maintenu le cap et on a acquis le premier lieu. Un autre, c'est la fromagerie Saint-Albert. Donc, tout le monde le connaît, le fromage. Puis j'ai eu le privilège d'accompagner la fromagerie dans leur planification stratégique en dedans de 15 ans. Et la fromagerie, à tout point de vue, former ses employés, développer une gestion participative, trouver une façon de réinvestir, que les producteurs réinvestissent dans leur coopérative. Elle est devenue tellement forte que malgré le feu, ça n'a pas tué l'entreprise. Au contraire, elle va demeurer encore plus forte dans quelques mois, puis elle a maintenu ses activités. Et moi, je disais à mes enfants, j'ai le meilleur job sur la planète. Donc, je suis sûre que toutes les personnes que vous interviewez disent la même chose, mais j'ai la meilleure job. J'ai le privilège de marcher avec des gens qui ont un rêve et qui vont tout faire pour le réaliser s'ils sont vraiment convaincus. Je sais à tel côté que vous vivez, vous respirez votre travail, mais est-ce que vous avez des temps libres? Et si oui, qu'est-ce que vous faites durant ces temps libres? Un vrai hobby, ouais. Je dessine. Ah oui. Donc, mes premiers amours, je me suis remis au dessin, à la peinture. Et là, je rénove. Je redécouvre des talents que j'avais dans la jeune vingtaine. Ah, j'avais comme oublié ça pour la plume, mais je me rends compte que c'est très thérapeutique. Donc, quand on parle de construction, c'est le fun de savoir l'ABA ou la BAB, ou je sais pas comment on appelle ça, mais comment on le fait pour vrai. Est-elle, vous ne vous êtes jamais limité aux frontières de l'Ontario, ni aux frontières du Canada. Vous êtes allé répandre votre bonne nouvelle un peu partout dans le monde. Où allez-vous et pour quelles raisons? Bien, il y a à peu près 7-8 ans, via l'économie sociale et solidaire, je suis impliquée localement, mais on a des réseaux régionaux, nationaux. Et à un moment donné, le monde a eu le goût de tisser des liens avec d'autres pays, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Europe. Et je me suis retrouvée à représenter le Canada au RIPES, le Réseau intercontinental de promotion d'économie sociale et solidaire. Mais ça, c'est bien beau à ce niveau-là. Moi, ce que j'aimais, c'est, à un moment donné, on a marié l'Ontario français avec le Mali. Et j'ai été visiter le Mali, ma première visite en Afrique.
Et on voyait vraiment à ce moment-là pourquoi c'était intéressant d'échanger nos histoires, d'échanger notre vécu, puis d'échanger nos pratiques. Parce qu'eux autres aussi créent des entreprises collectives. Nous, on en crée. Parfois, ici, on est tellement dans la logique d'aller tellement vite, on saute des étapes. Eux, ils prennent le temps. Ils prennent le temps de parler, ils prennent le temps de débattre. J'ai appris à débattre, ce qu'on ne fait pas ici parce qu'on n'a pas le temps. Et quand on débat puis qu'on prend une décision, laisse-moi dire qu'elle est encore 15 fois plus solide des fois que des décisions qu'on prend ici au Nord. Mais tout ça pour dire qu'au niveau international, ce qui m'a amené là, c'est partage de connaissances, partage d'expériences, partage d'histoires, s'inspirer les uns des autres. Ça n'a jamais été dans une logique, parce que c'est pas la logique de l'économie sociale solidaire, c'est pas toi tu connais tout et viens me partager. On est vraiment, ça fait des cercles d'apprentissage. J'ai autant à donner qu'à recevoir, et ça a toujours été dans cette logique-là. Et je t'avoue franchement qu'après bien des années en Ontario français, puis en francophonie canadienne, j'étais un peu essoufflée. Puis des fois, je trouvais qu'il fallait refaire certaines affaires, soit reparler de notre petite politique communautaire ou de s'entendre entre nous. Puis à un moment donné, ça use, ça. Puis quand j'ai été invitée à aller vivre un autre genre de solidarité, ça m'a vraiment galvanisée. Ça m'a redonné de l'huile dans le moteur, ça m'a réinspirée et ça m'a provoqué à revenir ici, puis à me donner de la force, mais à questionner certaines affaires, à partager ce que j'avais appris et aussi à modifier certaines de mes propres pratiques comme accompagnatrice, mais aussi des pratiques sur des groupes collectifs. Il y a des choses qu'il faut absolument faire. Et dans ces pays-là, quel type d'entreprise sociale voit le jour? Est-ce que ça ressemble à ce qu'on a chez nous? Oui, c'est ça qui est fascinant. C'est sûr que ça prend des dimensions différentes. Quand tu as le groupe de femmes à Hamilton qui part avec un jardin communautaire, qui développe qui produisent des produits alimentaires, qui les vendent sur le marché, bon, ils sont peut-être 5, 10, 15, 20, bien, tu vas avoir un groupe de femmes à Sibi, au Mali, qui vont, elles, produire du karité, des noix dans les arbres, et transformer ce karité-là en savon ou en huile et tout ça. Là-bas, la dimension est un peu différente. Pour le même effort, vu que ça coûte un peu moins cher, puis qu'elles peuvent se mobiliser plus facilement, bien, là-bas, elles vont peut-être créer 900 emplois dans une coopérative. Nous, on va peut-être en créer 10 ou 15 dans notre contexte, mais à la fin de la journée, ça a le même impact. Mais oui, ça se ressemble. C'est en milieu rural, agricole. Les deux ont mobilisé des ressources, ont à s'investir. Chaque femme impliquée dans les projets s'investisse. Puis c'est intéressant de partager cette expérience. En passant, les femmes de Sibi, à un moment donné, avec l'aide du Centre d'éducation et de coopération internationale, notre partenariat Ontario-Français-Mali, ont amené des femmes de Sibi rencontrer des femmes de l'Ontario français. Puis on était 15 femmes de différentes structures, dont les femmes d'Hamilton. Et je peux te dire que ces femmes-là parlaient d'affaires. Elles parlaient de marché. Donc, même si les marchés étaient différents, il faut que tu mettes en sachet ton produit. Il faut que tu mettes une étiquette. Il faut que tu aies une logique à mettre un prix qui est compétitif. Et sans ce projet-là en Sibi ou Mali, qu'est-ce qui serait arrivé à ces femmes-là? Quelle est l'importance que ça peut avoir dans leur vie? Ah ben là-bas, c'est sans cette coopérative-là que les femmes ont créée. Premièrement, les femmes récoltaient depuis des millénaires les noix. Les noix, ils les vendaient, moi je dis souvent, pour des peanuts. Ils les envoyaient à Paris, ils vendaient vraiment ça pour des peanuts et ils ne faisaient pas de transformation locale. Il n'y a toujours pas d'électricité à Sibi en passant. Donc, on ne pensait pas le moudre ou le transformer. Elles ont décidé, avec l'aide d'échanges, puis de se rendre compte qu'elles pouvaient apprendre à transformer leurs propres produits, qu'elles pouvaient quintupler, doubler. En tout cas, je ne me rappelle plus c'est quoi le pourcentage, mais au niveau des revenus, donc elles ont appris à transformer. Elles faisaient déjà la crème et le savon, mais là, avec un moulin, elles peuvent produire des plus grandes quantités, elles peuvent faire du contrôle de la qualité. Les partenariats Canada et Mali, par exemple, ont fait en sorte que des bénévoles qui ont été les accompagner, ils sont venus ici aussi dans des entreprises agricoles et de transformation de produits. Elles ont appris des pratiques. Cette richesse-là collective a fait que ces femmes-là sont sorties de pauvreté. Elles ont eu une voix, une parole, il y a tous les droits de la personne, les droits de la femme. Il y a eu tout un investissement dans la communauté, dans la famille. Donc, ces 900 femmes-là, c'est 11 villages qui ont vécu une revitalisation économique. Et ça serait tout l'Est de l'Ontario, ça, dans notre contexte à nous. Donc oui, ça change quelque chose. Est-ce que le mouvement d'économie sociale atteint son plein potentiel? On peut peut-être revenir en Ontario français. Qu'est-ce qui reste à faire? Aïe, aïe! Tout! Parce que, déjà, bon, l'AFO a organisé quelques ateliers. Le CCO embrasse plus large au niveau de sa mission maintenant. C'est pas juste le Conseil de la coopération, c'est pas juste le développement des coopératives. Ils vont aussi nous soutenir le développement des entreprises collectives sur l'ensemble du territoire.
Les francophones ont tissé des liens aussi avec les anglophones. On a une voix. On a un secrétariat avec un bureau qui a été créé. On a même quelqu'un qui est en charge des entreprises sociales au gouvernement provincial. Puis on commence juste les rencontres avec les francophones pour lui dire à quel point il se passe des choses en Ontario français et qu'ils doivent aussi soutenir ce genre de développement-là par et pour dans la communauté. Tout est à faire parce qu'au sein de l'Ontario français, moi, je te dirais qu'il y a peut-être 80 des entreprises d'économie sociale francophones qui ne savent pas qui ils sont. Je te dirais peut-être qu'il y a 2000, 3000, 4000 personnes dans les dernières années, CCO, CCRC, l'entreprise sociale où je travaille, qu'on a rejoint en Ontario français. Et c'est encore tellement la petite pointe du glacier, là. Il faudrait vraiment que la communauté francophone dise l'économie, elle est plurielle. Moi, c'est ça, là. À la fin de ton émission, si le monde peut se rendre compte, l'économie est plurielle. On doit autant soutenir l'entrepreneuriat privé, les entreprises privées, que les entreprises collectives de l'économie sociale. Et à ce moment-là, le privé et le social peuvent travailler main dans la main pour revitaliser notre économie dans notre communauté. C'est plus les grandes compagnies qui arrivent puis qui développent l'emploi. Oui, c'était comme ça dans les années 70. Mais quand ils partent, ils détruisent nos villages, ils détruisent nos quartiers. Donc, le par et pour les gens, où est-ce que le privé et le social travaillent main dans la main, en partenariat avec le public, c'est là quelle est la solution. Moi, je dirais pas demain matin, convertissez-vous à l'entreprise sociale, c'est pas pour tout le monde. Il faut être capable de travailler en gang. On ne parle pas d'une entreprise sociale seule. Mais ces trois formes d'économie-là, bien mariées, je peux te dire une chose, le Canada va changer. La communauté rurale canadienne, elle est malade présentement, mais elle est en train de changer ici et là parce que les gens se prennent en main. De tel côté, merci beaucoup. Plaisir, merci beaucoup. Nous. Aujourd'hui, Ethel Côté s'est embarquée dans un autre projet de taille. En tant que présidente du conseil d'administration de la Nouvelle Scène d'Ottawa, elle pilote le projet d'une nouvelle salle de spectacle pour les 4 troupes franco-ontariennes de la région. Un projet qui verra le jour à l'automne 2014. Ethel Côté, bonjour. Bonjour. Vous faites du développement d'entreprises sociales, vous prônez l'économie sociale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, au juste? Vous savez, il y a 3 formes d'économie. Il y a l'économie publique, qui est connue, les gouvernements, les municipalités, tout ça. Il y a l'économie privée, qui est très, très, très connue. Ce sont les petits commerces, les petites entreprises et tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? On va la réinvestir dans la mission de notre organisation. On va se créer des meilleurs emplois. On va créer des services et des biens dans la communauté que souvent les autres entreprises ou les palais de gouvernement ne vont pas faire, mais qui répondent à un besoin de la communauté. Exemple, en santé. Si jamais en santé, une communauté rurale, comme moi je vivais à Plantagenet, puis on n'a pas de service en santé, bien, tu peux attendre longtemps avant que ça arrive à ta porte, les services. Donc souvent, les communautés se mettent ensemble et créent une coopérative de santé. Et ça, c'est une entreprise d'économie sociale. Une entreprise parce que collectivement, les gens se mettent ensemble, confirment leur but commun, décident d'un plan de match pour le réaliser, puis le réalisent comme tel. Quelle est l'importance de cette économie sociale au sein de la francophonie ontarienne? Vous savez, on est en train de lever le voile. Il y a plus de 150 ans d'histoire d'économie sociale en Ontario français. C'est ça. Ça a commencé par les caisses populaires, les coopératives agricoles. Les producteurs se mettaient ensemble. Ensemble, il y avait un pouvoir d'achat qu'ils ne pouvaient pas individuellement avoir. La même chose pour les caisses populaires qu'on connaît. On se donnait une capacité d'épargner parce que sinon, on empruntait.
Puis là, la personne qui nous avait prêté de l'argent nous demandait tellement d'intérêt que souvent, il venait saisir la maison. Donc, il a fallu s'organiser. Donc, 150 ans d'histoire par les coopératives. Mais si on regarde aussi dans les années 80, là, quand le gouvernement a un peu arrêté ou diminué le financement des organisations, puis il y a plein d'organisations qui font des bonnes choses, les gens se sont revirés de bord, puis ont dit, il y a peut-être des choses qu'on peut faire autrement. Et c'est là qu'ils ont vu qu'ils offraient déjà des produits et des services. Ethel Côté est une spécialiste de l'entraide. Que ce soit en Ontario français ou en Afrique, elle aide les gens à s'aider eux-mêmes. C'est une inconditionnelle de l'économie sociale et son expérience a commencé très tôt, lorsque la jeune femme s'est retrouvée à 20 ans avec 2 enfants et sans conjoint. Elle a participé à la création de coopératives de tout genre, dans le domaine de la petite enfance, de l'alimentation, de la mode et des travaux manuels. Au fil des 30 dernières années, elle a développé une telle expertise qu'elle se rend maintenant en Afrique, en Amérique du Sud et en Europe de l'Est pour partager son savoir. Mais le savoir ne va pas en sens unique. Selon Ethel, nous avons autant à apprendre des Africains et des Sud-Américains qu'eux ont à apprendre d'eux. Mais toutes les personnes qui décident de s'associer ensemble pour partir en affaires ensemble, on appelle ça l'économie sociale. Toutes les organisations communautaires aussi qui offrent des services et des biens dans la communauté font partie de l'économie sociale. Donc, c'est une économie, on dit, à visage humain, portée par plusieurs. C'est entreprendre autrement, mais c'est de créer de la richesse collective. Donc, ça revient dans la communauté. Entreprendre autrement, qu'est-ce que ça veut dire? Entreprendre autrement, bien, ça veut dire, il faut avoir la fibre entrepreneuriale, il faut avoir le goût de passer à l'action. Ça veut dire aussi de partir en affaires. Ça veut dire aussi de le faire autrement. Donc, le mot « autrement » a tout son sens parce que, oui, on fera des études de faisabilité, des plans d'affaires, on doit avoir un marché, mais on doit aussi produire un service et un bien qui est en demande, mais l'argent qu'on va